Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Harcèlement, réseaux sociaux, intelligence artificielle, remplacement des profs. Les chantiers sont très nombreux au sein de l'éducation nationale pour la rentrée à venir. On en parle avec le député NUPES de Paris, Rodrigo Arenas. Il sera l'invité du Grand JT dans un instant. Développé dans 43 pays à travers le monde, le concours des jeunes reporters pour l'environnement est un programme d'éducation aux médias et à l'information. Il encourage bien entendu les jeunes à s'engager pour le changement dans l'esprit d'un journalisme de solution. On vous racontera tout en deuxième partie d'émission. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara nous emmènera en Côte d'Ivoire où les épreuves écrites du BEPC, l'équivalent du brevet des collèges, ont débuté hier. Guillaume, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec des résultats pour le moins étonnants, voire inquiétants d'une enquête. 30% des 16 à 30 ans ont déjà regardé une série à scooter. À scooter, effectivement. C'est une enquête qui fait un petit peu froid dans le dos. Le baromètre massif Ipsos qui interroge à la fois les addictions à l'écran et les addictions hors écran. Eh bien, un tiers des jeunes Français a déjà regardé une série sur son téléphone en conduisant un scooter. Ce baromètre annuel, il a demandé à 3500 jeunes d'y répondre et de savoir un petit peu quelles étaient leurs pratiques. Et il fait le lien entre les addictions à l'écran et les addictions hors écran. 73% des jeunes, par exemple, déclarent avoir ressenti des troubles, des sentiments de mal-être ou des difficultés concrètes, accidents, situations de violence ou problèmes financiers liés à la consommation de substances et d'écran. 2 jeunes sur 3, eux, ont déjà téléphoné, participé à des réunions téléphoniques pour le travail ou envoyé des SMS en se déplaçant. Et donc, un tiers des jeunes a déjà regardé une série télévisée en scooter. On poursuit ce journal une nouvelle fois sur la thématique du harcèlement. Le ministre s'exprimait aujourd'hui en visio sur cette thématique face aux chefs d'établissement, mais certains ont boycotté cette rencontre. Remontée, c'est le moins que l'on puisse dire pour qualifier cette principale d'un collège de l'Oise qui expliquait ce matin au micro de RMC qu'elle ne va pas venir et qu'elle n'est pas venue à la réunion en visio de Pape Ndiaye. Elle explique, je vais demander à monsieur le ministre d'excuser mon absence. Prévenu vendredi, je ne peux pas aménager mon agenda de la sorte. Pour Florence Vincent, secrétaire académique du syndicat des personnels directeurs, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, fait fausse route avec sa décision de mettre en place 1 heure sur le harcèlement et cette visio avec les principaux de collège. C'est complètement de l'irrespect. Il y a des injonctions qui tombent. J'appelle ça de vraies fausses bonnes idées. Nous, on travaille sur le long terme, pas en fonction de l'actualité. La CGT également a réagi avec véhémence à toutes ces annonces récentes de Pape Ndiaye via son fil Twitter, CGT Éducation. Vous n'êtes pas lassé, ont-ils demandé à Pape Ndiaye, de l'improvisation permanente, 1 heure à la va-vite plutôt que des projets qui pourraient être pensés, construits, efficaces, orchestrés par des personnels formés. Le temps de l'émotion est rarement de bons conseils. Voilà les réactions donc à ces annonces de Pape Ndiaye et notamment à cette heure de visio qui avait lieu aujourd'hui. Les syndicats de l'éducation nationale qui sont convoqués à nouveau ce mardi au ministère pour la suite des réunions de travail initiées en début d'année. Ils avaient claqué la porte des négociations qui portaient sur le pacte enseignant. C'était en février dernier. On avait reçu certains syndicats d'ailleurs ici pour en parler. Ils ont retrouvé la porte du ministère. En tout cas, ils y sont retournés aujourd'hui pour parler cette fois des heures remplacées à travers le pacte enseignant. L'objectif des rencontres, donc, c'est de plancher sur cette thématique du remplacement des professeurs du second degré. Et le ministère ne vient pas les mains vides puisqu'il vient avec une proposition concrète pour le remplacement des heures non assurées au collège et au lycée. Chaque enseignant qui adhérera au pacte devra en réalité donner 1 heure par semaine de son emploi du temps qui sera 1 heure disponible et sur laquelle le chef d'établissement pourra mettre, quand il le souhaite, des remplacements. Le professeur en question n'aura pas la possibilité de refuser ces remplacements à moins d'un rendez-vous médical ou de la garde d'un enfant malade. En échange de cette mission supplémentaire qui ne devra pas dépasser les 18 heures par semaine, l'enseignant recevra une rémunération brute de 1 250 € par an. On termine avec ces propos du fondateur de ChatGPT qui peuvent paraître inquiétants. L'intelligence artificielle va profondément révolutionner l'éducation. Si l'on faisait un sondage à main levée dans un collège ou un lycée, ça serait sans doute la personnalité préférée des plus jeunes. Sam Altman, c'est le patron d'OpenAI. Il était invité à Tokyo pour une conférence autour de l'intelligence artificielle et il a donné sa vision sur les bouleversements dans le monde de l'éducation. Pour lui, l'intelligence artificielle va révolutionner l'enseignement comme l'ont fait par le passé les calculatrices, mais pas remplacer pour autant l'apprentissage. Voilà ce qu'il a déclaré dans cette
conférence. Nous disposons d'un nouvel outil pour l'éducation. C'est en quelque sorte une calculatrice pour les mots. Les manières d'enseigner et d'évaluer les étudiants vont devoir changer. Les devoirs à la maison ne seront probablement plus jamais les mêmes. Affaire à suivre donc pour mesurer l'impact de toutes ces intelligences artificielles sur l'éducation des plus jeunes. Merci beaucoup Guillaume. Harcèlement, réseaux sociaux, niveau scolaire, intelligence artificielle, remplacement des profs, on a évoqué tous ces sujets, mais on va en parler plus précisément avec le député NUPES de Paris, Rodrigo Arenas. C'est tout de suite. Rodrigo Arenas, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur le plateau de Scout TV. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, comme vous le savez. Toujours bien. Vous êtes député NUPES de Paris, membre de la Commission des affaires culturelles et d'éducation à l'Assemblée nationale, membre aussi de la Commission des affaires européennes. Oui. Elisabeth Borne a annoncé faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité absolue, je la cite. Déclaration qui fait suite au suicide de la jeune Lindsay, mais aussi de Lucas, Marion et des dizaines d'autres enfants. Malheureusement, la liste est extrêmement longue. Il y a déjà un programme qui est mis en place, qui s'appelle le programme phare. C'était le cas dans l'établissement dans lequel était scolarisée Lindsay. Est-ce que c'est un programme suffisant? Est-ce qu'il fonctionne? Disons que on est quand même dans une société qui est violente, qui harcèle et qui d'une certaine façon, a intégré les rapports de domination, parce que c'est ça le harcèlement. Le harcèlement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se sent autorisé, à tort, de pouvoir exercer une pression répétitive sur quelqu'un qu'il considère comme plus faible que lui. Donc c'est ça le harcèlement. Alors ça se traduit aujourd'hui, évidemment, sur les réseaux sociaux, parce que ça défraye l'actualité avec les téléphones portables, etc. Mais ça se manifeste aussi, y compris dès la maternelle, dans les toilettes, dans la cour de récréation. Voilà, c'est partout où on a ce type de relation que ça se manifeste. Donc les enseignants le font régulièrement. C'est faux d'ailleurs de dire, je pense d'ailleurs que la déclaration de Papendiaï était un peu maladroite, de dire j'ai demandé au chef d'établissement, comme s'ils ne le faisaient pas déjà, ils le font déjà. Le problème, c'est que ce n'est pas leur métier. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir du personnel professionnel pour encadrer cela, pour déceler les signes et les traiter le cas échéant, traiter l'harceleur comme l'harcelé, parce que les deux ont un problème à gérer. Et à ce titre-là, il n'y a pas de magie. S'il n'y a plus de psychologue scolaire, s'il n'y a plus de médecin scolaire, il n'y a plus de personnel professionnel pour le prendre en charge, donc ça se manifeste à l'école. Des éducateurs en plus peut-être pour pouvoir justement aider aussi les élèves à parler, à dialoguer, à se comprendre un peu mieux? Alors les éducateurs, oui, c'est possible, notamment quand il y a une décision de justice qui est prise. Puisque quand il y a une décision de justice, vous savez, en France, on considère qu'un enfant est éducable. On ne le met pas au bagne, on sait que ça ne marche pas, donc c'est pas la question. Même si on sait qu'il y en a qui y pensent de plus en plus d'aller dans ces relations désuètes de l'éducation d'un enfant. On n'éduque pas avec le bagne, le coup ou les coups, ça n'existe plus. C'est pas un caractère éducatif. Donc dans ce cadre-là, il y en a peu qui le pensent, ça. Pardon? Il y en a peu qui prônent ça. Non, vous avez eu, par exemple, vous avez eu un débat au Sénat dans le quinquennat précédent où des sénateurs disaient par exemple que la gifle, après tout, la claque ou la fessée, c'était pas gênant, ça fait pas la personne, etc. Donc il y a ce truc qui ressort un peu, la logique du tableau noir, de l'autorité dans la classe, un truc qui aujourd'hui on sait que c'est dans les images d'Épinal, dans l'imaginaire, mais ça n'a pas une action éducative vraiment profonde, en tout cas qui ne répond pas à la question du harcèlement, bien au contraire, parce qu'on a traduit des rapports de violence. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, ce que je disais déjà quand j'étais président de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves, c'est que les enfants doivent suivre à chaque cycle un entretien privé avec un psychologue scolaire ou un médecin scolaire. En maternelle une fois, en primaire une fois, au collège une fois et en lycée une fois. Pourquoi? Parce que d'abord, la principale des violences, c'est les violences intrafamiliales. Et ça, il faut évidemment une personne tierce pour le faire. Et ensuite, les questions de harcèlement, il ne s'agit pas de dire on harcèle. Parce que quand on le déclare, c'est que c'est déjà trop tard. C'est comment est-ce qu'on les prend en amont? Comment est-ce qu'on fait en sorte que des personnels qualifiés voient les signes pour se dire tiens, cet enfant-là, il est en souffrance. Qu'est-ce qui se passe? On creuse et on traite. Mais le programme phare, justement, décide de ça, propose cela, la prise justement en amont de ces problèmes-là. Est-ce qu'il est suffisant, ce programme phare qui a été mis en place, notamment, je le rappelle, dans le lycée où était scolarisé l'INSEE? La réponse, de mon point de vue, est non. Pas par rapport aux objectifs de ce programme. C'est parce qu'il n'y a pas le personnel qualifié pour le mettre en œuvre. C'est pas le métier d'un enseignant que de traiter le harcèlement. Qu'est-ce que va faire l'enseignant? Il va peut-être détecter, ou alors l'enfant ou le jeune va peut-être lui dire, donc il va faire un signalement. Mais ensuite, si vous n'avez pas les psy-EN, si vous n'avez pas les médecins, si vous n'avez pas les éducateurs dont vous parlez, qui sont des personnels extérieurs à l'éducation nationale, finalement, on fait des décès, on fait des déclarations, on fait des signalements, mais il n'y a personne pour prendre en main les choses. Donc c'est ça la difficulté qu'on a. C'est que si on n'a pas d'être humain au bout, vous savez, Facebook, c'est pas suffisant pour traiter ces questions-là. Vous faisiez allusion à la déclaration de Papendiaï. Il a également déclaré qu'il souhaitait la présence d'un référent adulte dans chaque établissement scolaire, mais ça existait déjà en la qualité de professeur principal. Oui.
Voilà. C'est le rôle du professeur principal, c'est le rôle du chef d'établissement, c'est le rôle aussi de la responsable de la CPE, de la vie scolaire. Tout cet écosystème dans l'école travaille ensemble dans ces situations-là. Mais encore une fois, c'est pas leur métier que de faire ce traitement-là. Ils vont faire quoi? Ils vont faire de la prévention, ils vont recueillir la parole, ils vont établir une relation de confiance aussi avec les élèves, quel que soit l'âge, pour que les enfants puissent dire bah tiens, il y a un tel qui m'a fait mal, etc. Alors on va lui poser la question. Est-ce que c'est souvent? Est-ce que c'est un cas? Comment on traite la question? Et donc les enseignants le font, les chefs d'établissement le font, les CPE le font. Mais aujourd'hui, on est dépassé par la question. Ah oui, les drames arrivent toujours, on le voit encore aujourd'hui. Le drame arrive toujours. Et la question, c'est comment est-ce qu'on systématise la réponse et pas seulement comment est-ce qu'on traite le fait divers, qui en plus est une vraie souffrance quand l'enfant et la famille est concernée. Bien sûr. Hier, nous avons reçu le défenseur des enfants, Éric Delmar, qui nous redisait à quel point le système, en fait, entre les institutions elles-mêmes, est englué. Il ne favorise donc pas la prise de décision rapide quand il s'agit de violences faites aux enfants ou entre les enfants eux-mêmes. Donc, quand il s'agit à la fois de harcèlement, mais aussi des violences, par exemple, des parents vis-à-vis des enfants et autres manifestations. Est-ce que vous partagez son point de vue, le fait qu'il n'y ait pas, finalement, ce soit pas à l'horizontale, mais toujours verticale, et qu'on n'arrive pas à trouver une solution générale pour éradiquer ce problème? Alors j'ai envie de vous dire, c'est un problème de la société française, on a du mal à travailler en coopération. D'ailleurs l'école n'apprend pas la coopération. L'école, elle apprend quoi? La compétition et l'élitisme. Donc à partir de là, on ne peut pas demander à l'école d'apprendre autre chose que son fondement. Et j'ai envie de vous dire, alors vous allez peut-être penser que je suis un peu abrupt, un peu violent, un peu caricatural dans mon propos, mais l'école, son fonctionnement est un harcèlement d'enfants. C'est-à-dire que quand on n'a pas le droit à l'erreur, quand on est sur des systèmes de notation qui sont plus des systèmes dans lesquels l'enfant, quand il se trompe, c'est super grave et on rentre dans des circonstances où c'est vécu comme un drame. On est dans un mode de harcèlement répétitif parce que le système provoque ça. Donc la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on repense l'école comme un écosystème dans lequel tout le monde interagit, y compris avec les enfants qui ont leur place aussi dans cette histoire-là. Et derrière, comment est-ce qu'on fait en sorte que la place de l'enseignant, le système d'évaluation et la projection qu'on donne au système scolaire jusqu'à l'université, on sort de cette relation très harceleuse, très anxiogène. Il n'y a qu'à voir Parcoursup. Moi, je suis papa, là. J'ai mon gamin qui a 18 ans. Enfin, heureusement que je connais le système. Parce que sinon, le petit, il aurait été dans un truc de stress. Parce que je suis pris, je suis pas pris, je suis en liste d'attente, etc. Enfin, pour un jeune de 17-18 ans, c'est extrêmement dur. Ce système de Parcoursup est à l'image, en fait, de tout le système scolaire. Donc, quand on est dans une relation de ce type-là, c'est pas étonnant que les enfants répercutent, en fait, dans leur relation entre eux, cette même logique-là. Quand je vous écoute et quand j'écoute le défenseur des droits, forcément, je n'allais pas dire que je vous semble démunis, mais on a l'impression quand même que nos élites, même tant bien qu'elles pensent, tant bien qu'elles essaient, sont démunies par rapport à un système qui est compliqué à mettre en place et qui fait qu'on fabrique effectivement une certaine violence et qu'on n'arrive pas à empêcher en tout cas les violences, notamment faites aux enfants. Est-ce que vous comprenez que nous, citoyens, on soit un peu perdus face à ça? Je le comprends d'abord parce que quand vous parlez des élites, ceux qui pensent au système scolaire, ils sont déjà issus du système scolaire souvent. Donc ils ne vont pas remettre en question ce qui les a fait, ce qui les a créés d'une certaine façon. Moi, j'avais eu un échange à l'époque, dans le précédent quinquennat, sur la question du dédoublement des CP. CP, CE1. Évidemment, en tant que parent d'élève, j'étais favorable à ça. Mais on avait une différence d'objectif. L'objectif du ministère, c'était quoi? C'était de permettre aux enfants de lire, écrire, compter, les trucs sempiternels, comme si l'éducation serait jumelée à l'instruction. Oui, mais c'est un niveau quand même. Oui. Évidemment, sauf que le lieu de l'école, c'est pas que le lieu de l'instruction, c'est aussi le lieu de l'éducation. Quand on parle d'harcèlement, on parle pas d'instruction, on parle d'éducation. Donc c'est cette problématique-là sur laquelle on avait quand même des divergences de fond. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'expliquais, c'est que c'était pas pour avoir des bonnes notes, c'était pas pour combler les lacunes, c'était pour apaiser le climat scolaire et faire en sorte que les enseignants soient moins surchargés dans les classes pour pouvoir avoir une attention individualisée des enfants pour leur permettre justement de faire face à la question du harcèlement, mais d'autres sujets qui sont liés à la vie scolaire. Donc, vous voyez, les objectifs ne sont pas les mêmes. Il y a, avec une même réforme, avec des mêmes moyens, l'objectif, c'est d'accélérer la course scolaire. Donc d'organiser la compétition, d'organiser la sélection, de faire les choses qui vont bien, avoir les bonnes notes, les bonnes appréciations, les bonnes filières, les bonnes options, etc. Et nous qui disons, avoir moins d'enfants, c'est pour être bien dans l'école. Mais Rodrigo Arenas, on ne peut pas avoir les deux, on ne peut pas jumeler, ça ne peut pas être et l'un et l'autre. En tout cas, statistiquement, ça ne se vérifie pas. La France est le pays européen dans lequel c'est le plus difficile d'échapper à sa condition sociale. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays européens. Par exemple, en France, pour sortir de la pauvreté, il faut 7 générations. Vous avez des pays européens où il en faut 2 ou 3. Mais
ça sort pas de rien, ça sort pas de nulle part. C'est parce que notre système éducatif crée aussi cet immobilisme social. C'est notre système éducatif aussi qui, comme on dit, ne permet pas réellement l'ascenseur social parce qu'il y a des reproductions, il y a des stéréotypes, il y a des organisations spatiales aussi. Enfin, moi, je suis député de Paris. Vous savez, quand je suis dans ma circonscription, qui est le sud de Paris, de la porte de Choisy à porte de Vanves, et que je rentre vers le 5e arrondissement de Paris, on ne parle pas de la même capitale, on ne parle pas des mêmes parents, on ne parle pas des mêmes enfants, et on ne parle pas non plus des mêmes moyens qui sont mis à disposition des enfants pour justement participer à cette course scolaire. Donc, quand vous êtes dans un système qui est inégalitaire dans sa réflexion, dans la façon dont il se met en œuvre, il ne faut pas s'étonner que ça génère des violences, que ça génère aussi des frustrations, et que ça se matérialise aussi sur des questions de harcèlement, parce qu'on s'autorise à maltraiter quelqu'un qu'on considère plus faible que soi. On parle d'inégalité sociale et scolaire, évidemment, oui. C'est très important. Vous avez milité notamment pour la gratuité, oui. Pardon, je vais y arriver, gratuité totale de l'école. Ça veut dire, donc, en dehors de l'enseignement strict, ça veut dire la cantine, ça veut dire les sorties scolaires, les fournitures, ça veut dire les séjours linguistiques, tout ce qui touche, en fait, effectivement, à l'éducation de manière générale. Est-ce que vous avez davantage de poids aujourd'hui, en tant que député, justement, de la NUPES, pour pouvoir, faire bouger les lignes autour de la question de l'égalité des chances ? D'abord, ce que vous dites là, ça ne sort pas de mon cerveau enfiévré, c'est le système finlandais. Et on s'est rendu compte qu'en prenant en charge par la puissance publique ce qu'on appelle gratuité pour les enfants, ça permettait de réduire les inégalités et aussi de permettre aux enfants de faire le choix de leur scolarité et leur destin et d'être maîtres de leur vie. Aujourd'hui, en tant que député, comment ça se traduit ? Moi, j'ai réuni à l'Assemblée nationale l'ensemble des fédérations de parents, que je connaissais par ailleurs, des sections départementales de la FCPE, la direction nationale de la PEP, des personnes de l'UNAP et aussi des collectifs de parents, notamment qui travaillent sur les questions d'enfants à besoins particuliers, qu'on disait avant, porteurs de handicap. Et tous ces parents-là, on n'était plus une cinquantaine, on a décidé de mettre une pétition en ligne qui permettra, si on arrive à avoir 100 000 signatures dans le cadre de l'Assemblée nationale, une étude sur la question. C'est parce que si on dit aujourd'hui il faut que ce soit gratuit, on va me dire ouais c'est trop cher, c'est patati, c'est patata. Bon, le vieux discours du XXe siècle on le connaît par cœur. La question c'est que moi je demande que si ces 100 000 signatures sont réunies et je fais un tour de France pour ça, pour le promouvoir moi et d'autres parents, on aura l'occasion de l'étudier à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de l'objectiver. Et quand on l'objectivera, j'ai la prétention de penser que les parents d'élèves ont une force suffisante pour pouvoir influer sur la décision politique et la décision publique dans l'intérêt des enfants, parce qu'on sait que ça marche. Vous savez, c'est pas un discours de gauchiste ou de bolchevique, je suis en train de dire ça. Ça existait en Finlande et ça existe dans d'autres pays. C'est que de plus en plus, on va vers la prise en charge des moyens matériels pour les enfants, justement pour rompre ces inégalités, d'égalité des chances, comme on dit, d'égalité des droits, inégalité de destin. Ça veut donc aussi dire que vous croyez, malgré tous les 49.3 qui ont été utilisés pour faire passer la réforme des retraites, que l'État, le gouvernement, peut écouter enfin 100 000 personnes, papa, maman, qui vont se mobiliser justement pour la gratuité de l'école ? Écoutez, moi je suis quelqu'un de pacifiste, je suis quelqu'un qui, en plus moi je viens du Chili, d'une dictature, donc je ne crois pas vraiment dans les régimes autoritaires comme une solution, je crois à la démocratie pour être clair. Maintenant, j'ai acquis une conviction aussi depuis que je milite, en fait, depuis longtemps maintenant. En tant que parent d'élève, c'est là qu'on s'est connus, mais je faisais aussi d'autres choses avant en tant qu'étudiant et compagnie. Je pense que les gouvernements, quels qu'ils soient, ne comprennent que le pouvoir de nuisance et le rapport de force. Donc la question c'est comment est-ce qu'on institue un pouvoir de nuisance et un rapport de force qui soit pacifique et dans le jeu démocratique. Donc j'essaye de faire en sorte que tous ces parents qu'on a éloignés d'une certaine façon de la décision, de la délibération, soient en capacité de s'approprier l'espace qui leur appartient. C'est ça le Parlement. Le Parlement, c'est le Parlement du peuple. Donc comment est-ce que je leur permets de rentrer là-dedans en tant que député ? C'est de leur ouvrir le chemin qui est entre mes mains, mais pour qu'eux se l'approprient. C'est pas être leur porte-parole, c'est être leur porte-voix, et ça fait toute la différence dans le jeu démocratique actuel. Quand on parle d'inégalité, on parle aussi d'inclusion, forcément. Ouais. Vous avez mentionné à l'instant. Aujourd'hui, c'est la grève nationale des AESH, les accompagnants d'enfants en situation de handicap, les accompagnants qui sont toujours aussi mal rémunérés. C'est très clair. Voilà, la situation est vraiment très compliquée. Tout le monde le reconnaît, ça. Tout le monde le reconnaît. Ils sont mal considérés de manière générale. Et donc, trop peu nombreux, forcément. Ils n'ont pas envie d'aller plus loin dans ce métier-là, qui est extrêmement difficile. En tant que député, est-ce que vous contrôlez justement l'action du gouvernement ? Est-ce que vous comprenez la colère des AESH ? Alors moi, je ne comprends pas la position du gouvernement, pour être clair, parce que quand on a un métier qui est celui des AESH, qui était avant AVS, etc., on l'organise, on le protège et on lui permet de se développer là où il doit être. On parlait tout à l'heure des psychologues scolaires, on parlait des médecins scolaires. Aujourd'hui, les AESH, soit c'est un besoin pour l'enfant et il faut l'organiser, le structurer et les payer correctement,
soit c'est pas un besoin, et auquel cas, pourquoi il y en a? Donc si il y en a, c'est que c'est un vrai besoin et que c'est une vraie nécessité. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut en France avoir des enfants à besoins particuliers dans une classe banale? C'est ça la question qui se pose. Et moi, je me rends compte aujourd'hui, quand je regarde les chiffres, que ça coûte moins cher pour le gouvernement de mettre ces enfants-là dans une classe banale sans leur donner les moyens d'avoir une vraie place dans tout ça, parce que ça violente les enseignants, ça violente tout le monde quand il n'y a pas ces moyens humains-là, que de les garder dans des instituts. Donc, je pense, je me pose la question en tout cas, pour donner le doute, que cette évolution de la prise en compte de ces enfants qui avant étaient dans des instituts spécialisés avec des éducateurs qui coûtent cher, etc., et des médecins accompagnants qui coûtent cher aussi, de les mettre dans une classe banale, je me demande si ce n'est pas une question d'économie financière. Et là, ça serait un scandale. Donc, quand vous me parlez des AESH, j'ai ça en ligne de mire. Est-ce que finalement, d'avoir des personnes qui sont fondamentalement des femmes, qui sont sous-payées, sous-considérées, et qui en plus on les met en difficulté dans leur développement de carrière, est-ce que ce n'est pas une façon délibérée d'intégrer une précarité d'une fonction qui avant était extérieure dans l'école? Et si c'est ça, c'est un scandale. Donc moi je suis en plein soutien avec les AESH parce qu'elles sont nécessaires à l'école dans le cadre du développement de l'enfant. Et pour cela, il faut qu'elles aient une formation qui va adéquate, il faut qu'elles aient un statut réel, il faut qu'elles aient un salaire décent. Parce que quand vous êtes une personne, c'est des femmes encore une fois, qui font 3 ou 4 classes différentes parce que les enfants ils ont 1 heure, 2 heures ou une demi-journée par là, en fait on est en train d'organiser une vraie précarisation de quelqu'un qui a besoin aussi de se reposer. Donc quand j'entends, et ça sera pour finir sur cette question-là, quand j'entends des responsables politiques ou des membres du gouvernement expliquer que ces femmes-là doivent travailler 35 heures, moi je leur fais une proposition très simple, qu'ils aillent faire ESH pendant 1 mois et après on discute. Parce que c'est impossible de faire 35 heures en ESH, ça n'existe pas, sauf si on veut casser le corps des gens et si on veut casser leur psyché. Donc à la fin, au bout de quelques années, on a quoi? On a des femmes qui sont en dépression, on a des femmes qui ont le corps complètement cassé et qui en fait arrêtent des ESH parce qu'elles ne peuvent plus faire ce métier-là. Et ça c'est un vrai scandale. De manière technique, de toute façon, elles c'est de la maltraitance sur ce plateau, c'est du harcèlement. Non mais elles ne peuvent pas le faire. Et effectivement, c'est du harcèlement. On peut le dire, on rappelle en moyenne, le salaire moyen d'une AESH, c'est dans les 800 ou 900 euros quand même par mois. Donc, absolument. Voilà. On parlait de harcèlement. Qui dit harcèlement dit réseaux sociaux, c'est rarement indissociable. On entend partout dire que c'est la faute des réseaux sociaux finalement, cette histoire de harcèlement. Est-ce que c'est vrai ? Je ne pense pas que ce soit la faute des réseaux sociaux. Il y avait du harcèlement avant, il y a eu le bizutage dans les grandes écoles. Bon, là, c'est là où il y a les gens qui ont la tête bien faite, il paraît. Donc, vous voyez, la question de... Encore une fois, c'est les rapports de domination qui se mettent en cause. Donc maintenant, ça s'exporte dans les téléphones portables. Oui, la question, c'est la massification. Donc aujourd'hui, vous avez une grande quantité des enfants et des adultes qui ont un téléphone portable dans lequel on peut contourner les règles, les filtres sont pas au niveau, sont pas calibrés en tout cas pour permettre, y compris de casser l'anonymat, même si techniquement on peut casser l'anonymat. Donc qu'il faut contraindre, pardon, c'est-à-dire qu'il faut contraindre les parents ou il faut contraindre justement les grandes industries, les grands partenaires des réseaux sociaux, Instagram, TikTok et autres. Qui il faut contraindre ? Alors il faut contraindre tout le monde. Tout le monde est responsable de ça. C'est comme la télé. Qui contraint la télé ? C'est la loi. Quand vous avez... L'ARCOM est là pour décider. L'ARCOM est là pour décider. Donc où est l'ARCOM ? Aujourd'hui, c'est pas au niveau, pour être clair. On n'est pas en mesure de. Après, il y a les questions d'extraterritorialité. Est-ce qu'on fait une loi pour la France qui s'applique tout le monde, pas partout ? Comment on fait pour régler ça ? Donc la question, moi je crois à l'éducation. Comme pour la question de la pornographie, comme pour la question de la toxicomanie, de l'alcoolisme, c'est-à-dire tout ce quelque chose qui existe dans la société qui est assez incontournable aujourd'hui. On sort dans la rue, on voit des pubs pour l'alcool, même si c'est interdit. Il y a des moyens de contourner les choses, vous voyez. Donc, comment est-ce qu'on régule et comment est-ce qu'on éduque à ça ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que quelqu'un qui va sur un réseau social, ça ne lui vienne pas à l'idée de dire « toi, je vais t'harceler ». Comment est-ce qu'on fait pour ça ? Alors, on n'éliminera pas la question. Mais par contre, comment est-ce qu'on régule ? Comment est-ce qu'on fait d'avoir une loi, finalement, qui protège ? Ça, c'est devant nous. C'est devant nous, notamment, à l'heure de l'intelligence artificielle, où nous, complètement... tout le monde est un peu largué dans cette histoire-là. Tout le monde est un peu largué parce que l'école est larguée là-dessus. Alors justement, vous qui travaillez sur l'intelligence artificielle, on est tous complètement largués. On parle tous de ChatGPT en se demandant réellement si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Vous avez écrit un livre en 2020 qui s'intitule « Dessine-moi un avenir, plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle dans l'école ». Le numérique, c'est large, c'est partout, dans toute la société, évidemment. Plus précisément sur School TV, forcément, c'est l'école qui nous intéresse et l'éducation de manière générale. Il s'agit là de faire entrer le numérique à bon escient, effectivement, chez les élèves, chez les enfants. C'est possible ? Bien sûr, c'est possible. On a bien fait rentrer le livre quand il y avait les moines scopistes qui faisaient truc après l'imprimerie. Donc oui, tout est possible. La question, c'est comment est-ce qu'on maîtrise une technologie. Donc pour la maîtriser, il faut la comprendre. Et le problème qu'on a avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche.
C'est-à-dire qu'on sait globalement, il y a du code, il y a tout ça, mais en 2017, quand ChatGPT et d'autres intelligences artificielles ont explosé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on voit les effets, donc on peut travailler sur les effets, on voit ce qui se passe, donc on peut travailler sur ce qui se passe, mais la question c'est comment est-ce qu'on met le paquet sur la recherche fondamentale pour comprendre comment ça fonctionne vraiment tout ça. Mais on peut intégrer l'intelligence artificielle au sein de l'école? Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est partout. La question, c'est comment est-ce qu'on l'utilise. C'est comme tout. Vous pouvez avoir une voiture et rouler à 200 km/h et vous prendre un mur, ou alors avoir une voiture et rouler à 20 km/h en faisant attention, ou en respectant les règles de la route. Donc la question, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait en sorte de réguler tout ça? D'ailleurs, ceux qui font de l'intelligence artificielle demandent qu'on régule à l'échelle internationale. Donc il y a cette question-là. Mais encore une fois, il faut mettre les moyens pour faire en sorte qu'on comprenne ce qui est en train de se passer, ou en tout cas qu'on essaye de comprendre. Parce qu'une machine, c'est pas un être humain. Vous savez normalement faire le discernement entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Bon, un algorithme ne sait pas faire ça, mais il y a une part de sensibilité où on se dit qu'on a l'impression que la machine discerne le bien du mal et le beau du pas beau, etc. Bon, en fait, la machine ne fait pas ça, mais on lui prête cette intention-là. Donc ça pose des questions sur notre humanité, ça porte notre question sur le rapport à la technique, ça porte aussi notre rapport au vivant. L'intelligence artificielle ne s'intéresse pas qu'à l'espèce humaine. Il y a une expérience avec une intelligence artificielle qui s'appelle DAL, dans lequel ils lui ont demandé de réfléchir comme si c'était une baleine. Donc ils ont apporté une réponse. Ça veut dire qu'y compris, ils portent des réflexions sur d'autres espèces vivantes. Vous voyez, c'est aussi comment est-ce qu'on sort de cette logique-là où on nous a appris depuis qu'on est tout petit que l'être humain, il est au-dessus d'une pyramide de la chaîne alimentaire, vous appelez ça comme vous voulez, et que tout le monde est à son service. Non, c'est plus compliqué que ça. Et je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui nous ramène à ça, nous ramène à toute la mythologie dans laquelle nous sommes, la tour de Babel, toutes ces questions qui nous ont construits les uns les autres. Et le rôle de l'école, c'est ça. C'est comment l'école permet de démystifier les choses pour comprendre, pour maîtriser et se projeter collectivement, parce que de toute façon, c'est déjà là et ça sera là. Mais les professeurs n'ont même pas le temps de se former eux-mêmes dans leur propre matière. Comment ils vont faire pour se former justement à l'intelligence artificielle? Parce qu'ils vont avoir besoin de le faire. Beaucoup de professeurs ne savent pas encore utiliser le numérique de manière générale. Bien sûr, c'est ça qu'il faut accepter aujourd'hui. Ce qu'il faut accepter, c'est que les adultes comme les enfants sont face à la même problématique. Donc c'est notre société entière qui doit s'interroger. C'est notre société entière qui doit s'interroger sur comment est-ce qu'on anticipe la civilisation numérique dans laquelle nous sommes déjà. C'est ça le rôle qu'on a. Donc là-dedans, il y a de la philosophie, il y a de la physique, il y a de la mathématique, il y a des sciences naturelles, il y a des arts, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire comment est-ce qu'on mobilise l'université, par exemple, ou les grandes écoles pour comprendre ce qui est en train de se passer. Vous savez, en France, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on anticipe le fait qu'on va allier des robots avec une intelligence artificielle et que ça va faire quelque chose de tout à fait nouveau qui va rentrer en interaction entre vous et moi. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, avec ce monsieur qui, outre-Atlantique, a récupéré tous les échanges réseaux sociaux et messages de sa compagne qui était décédée, et il a commencé à dialoguer, ça lui a permis de faire le deuil. C'est-à-dire que la machine amène ça aussi. Vous voyez, tout ça est complexe. C'est des questions ontologiques, c'est des questions philosophiques, c'est des questions éthiques. Et là-dessus, il y a des gens qui travaillent. Et moi, je ne suis pas dans une logique occidentale apocalyptique où tout va exploser. Non, je pense qu'il y a des solutions. Et ces solutions-là, justement, c'est pour ça que moi, je fais de la politique aujourd'hui, après avoir fait du monde associatif. Je pense que c'est pour ça aussi que vous posez ces questions-là. C'est qu'il y a des solutions, il y a des chemins, il y a une issue qui est bénéfique. Mais pour ça, il faut se mettre autour de la table, discuter et définir ensemble qu'est-ce qu'on veut en 2050, qu'est-ce qu'on veut en 2100. Il n'y a qu'aujourd'hui, pour être schématique, puisqu'on parle beaucoup de l'école, un enfant qui rentre à l'école en 2023, il sortira de l'école en 2040. C'est à cette échelle-là qu'on réfléchit. Et c'est à cette échelle-là qu'on doit gouverner. Et c'est à cette échelle-là qu'on doit interpeller les ministres. Sauf qu'ils sont dans l'immédiateté, parce qu'eux aussi, ils sont enfermés dans le ChatGPT sur l'immédiateté. Je vous rappelle que vous êtes député, attention. Absolument. Vous faites partie de ces mêmes personnes, ces mêmes groupes. Dedans. Merci beaucoup, Rodrigo Arenas, d'avoir été avec nous sur le Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Julie Saturné. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du pôle éducation et jeunesse de l'association Terre Agir. Et avec nous également par Skype, nous avons deux jeunes filles, Domitille Gilson et Eugénie Fontaine. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Alors vous êtes là parce que vous êtes lycéenne dans les Hauts-de-France et vous avez remporté surtout le concours Jeune Reporter pour l'environnement dans la catégorie des 15-18 ans avec un article sur le hockey. Vous allez tout nous raconter. Parlons-en de ce concours déjà ensemble. C'est un concours donc, qui a été créé par l'association Terre Agir, Jeunes Reporters pour l'environnement. 42 pays qui participent à ce concours, programme donc totalement international. Le tout pour initier les jeunes à l'environnement. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, tout à fait, c'est ça. Donc c'est un programme qui est porté par l'association Terre Agir, une association d'éducation et développement durable qui fête cette année ses 40 ans, et donc qui invite les jeunes de 11 à 25 ans à réaliser un reportage, donc un reportage écrit, podcast ou vidéo, dans l'esprit du journalisme de solution en lien avec des enjeux de développement durable. Et donc nous organisons au niveau Terre Agir le concours qui fait partie du programme sur le territoire français, mais les lauréats du concours français participent aussi donc à un concours international qui réunit en effet plus de 40 pays. Et comment vous avez eu l'idée de ce concours, en fait, sur notamment les jeunes reporters pour l'environnement? C'était une façon aussi de les intégrer complètement à cette urgence climatique que l'on vit, sachant que je pense que ce sont les premiers finalement à être concernés et à être lanceurs d'alerte. Oui, alors c'est un programme qui existe depuis quelques années maintenant, puisqu'il est né en 1994. Ah oui. Donc on parlait déjà des sujets environnementaux, climat, mais pas tout à fait de la même façon qu'aujourd'hui. Mais l'idée était vraiment de proposer aux jeunes un moyen d'être acteurs, de les aider à se sensibiliser et comprendre quelles sont les problématiques liées au développement durable, mais aussi à pouvoir passer à l'action en réalisant donc un reportage, c'est ce que propose Jeunes Reporters pour l'environnement, et en contribuant aussi à sensibiliser d'autres personnes, puisque le reportage elles réalisent doit être diffusé auprès de leur famille, de leurs amis, dans leur établissement scolaire. Eugénie Fontaine, donc je disais, vous êtes lycéenne, vous avez participé à ce concours, Jeune Reporter pour l'environnement. En quoi ça vous a plu de participer à ce concours? Qu'est-ce que ça vous a appris? Déjà, ça m'a beaucoup sur mon sport et sur le développement durable pour trouver différents moyens de un peu sauver la planète et trouver des solutions pour, par exemple, économiser l'eau. Alors justement, parce que vous parlez de votre sport, le hockey sur gazon, il me semble. En quoi justement, quel rapport avec l'écologie? Est-ce que vous pouvez nous détailler, Domiti Gilson? Alors oui, tout à fait. C'est un sport qui est extrêmement énergivore, dans le sens où, par exemple, pour pouvoir jouer correctement sur un terrain, on doit arroser le terrain plusieurs fois par jour, et c'est un grand terrain, donc forcément la consommation en eau est très élevée, et d'autant plus que très peu d'accessoires pour y jouer viennent de France, pour ne pas dire aucun. Et du coup, on s'est dit que vu que c'était tellement problématique au niveau du développement durable, c'était une bonne chose d'en parler dans un projet qui porte justement sur le développement durable. J'imagine qu'en travaillant sur ce projet-là, en tant que jeune journaliste, finalement, vous avez un peu enquêté sur les autres sports. Est-ce que vous pourriez dire que le sport, de manière générale, c'est polluant? Oui, en général, c'est polluant. Après, il y a des sports qui polluent plus ou moins. Mais à partir du moment où on pratique un sport, c'est compliqué d'avoir ne serait-ce qu'une seule activité qui ne pollue pas. Pratiquement tout sur la planète actuellement pollue. Mais évidemment, on peut faire des efforts pour limiter cette pollution au maximum. Julie Saturnet, votre avis sur la question? Oui, ce qui est intéressant, c'est que donc elles font toutes les deux du hockey depuis qu'elles sont petites. Donc elles sont parties en fait d'une problématique, on va dire, de leur quotidien qui les touche de très près, donc le sport qui les passionne, si je comprends bien, et qu'elles pratiquent, et ont vraiment cherché à se questionner donc sur comment elles le disent, bien sûr, toute pratique, tout acte en fait est polluant, a un impact sur la planète. Mais leur questionnement est comment être plus responsable dans la façon de pratiquer leur sport. Et donc elles ont été regardées, interviewées des personnes donc de leur club, qui vendent du matériel de sport à proximité, pour essayer de voir comment, à leur échelle, dans quelque chose qui est très concret pour elles, il est possible, et elles ont identifié dans leur article plein de pistes pour rendre en effet plus durable, plus responsable la pratique sportive. Mais dans le hockey sur gazon, c'est vrai qu'il faut forcément arroser le gazon. Donc là, comment fait-on pour pouvoir être plus écolo ?
Alors, une des solutions qu'elles mettent en avant, c'est un exemple d'un club, il me semble, en Angleterre, qui a changé de terrain, qui n'est plus sur un terrain synthétique et qui est sur un terrain en sable. Donc, elles l'expliquent dans leur article, ça nécessite de changer un petit peu sa pratique, mais est-ce que ce n'est pas une des solutions indispensables face aux problématiques d'eau qu'on connaît de plus en plus? Peut-être faire évoluer un sport, en partie sa pratique, mais pour être en cohérence aussi avec les enjeux du monde d'aujourd'hui. Alors j'ai une question moi pour les 2 jeunes lauréates à distance. Est-ce qu'on vous retrouve d'ici quelques années sur une antenne? Est-ce que ça vous a donné envie de devenir journaliste aussi pour pouvoir porter plus largement ces messages? C'est vrai que nous deux on a déjà nos projets professionnels depuis qu'on est toute petite. Par exemple moi je veux devenir magistrate et être ingénieure. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément très axé sur le journalisme à la base. Mais c'est vrai que forcément ça donne envie de plus en parler et on a appris beaucoup de choses aussi sur le journalisme, donc forcément on a forcément envie de plus être dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant que lycéenne, et vous avez été collégienne forcément avant, vous vous sentez plus impliquée dans la société, dans les enjeux de la société, plus citoyenne finalement que l'ont été vos propres parents au même âge? Bah oui, quand même, parce que ça nous a permis de voir ce qui se passe vraiment dans le monde et que, par exemple, comme on est dans une classe à projet, cette classe à projet, ça nous a permis de voir la planète, comment elle est, son état, etc. Du coup, oui, on se sent plus dans la société parce qu'on a plus conscience des problèmes. Julie, cette journée, vous parliez justement de journalisme, de solutions. Alors, on parlait de notre métier tous les deux, Guillaume et moi. Et effectivement, probablement peut-être le leur si elle décide de ne pas être ingénieure et magistrate. Pourquoi pas? Mais journalisme de solutions, est-ce que c'est un nouveau concept? C'est un concept qui existe depuis toujours? Est-ce que tout d'un coup, c'est quelque chose qui faisait partie vraiment intégrante du projet? Alors, ça fait partie intégrante de Jeunes Reporters, du programme, donc depuis 1994. Donc, c'est vrai que ça existe depuis pas mal de temps, mais on en parle quand même de plus en plus aujourd'hui pour plusieurs raisons. On le sait, il y a de plus en plus de nos concitoyens qui sont inquiets et qui même se déconnectent en fait de l'information parce qu'ils n'ont plus envie en fait d'entendre des nouvelles déprimantes, inquiétantes à longueur de journée. Et on a aussi des jeunes qui sont de plus en plus conscients, elles l'ont dit très très bien, des enjeux climatiques, des enjeux liés à la crise de la biodiversité et qui ont aussi parfois un sentiment d'éco-anxiété et donc ont besoin de trouver un moyen d'action. Et c'est vrai que le journalisme de solution, c'est pas mettre en avant et faire de la publicité pour des initiatives. Toute la difficulté justement en tant que journaliste. Mais c'est de valoriser des choses qui se passent en les questionnant, en montrant leurs limites, peut-être la difficulté de les répliquer à grande échelle, mais de montrer que des choses existent, que des personnes sur le territoire portent des solutions. Guillaume Attara. C'est quoi la suite pour ces projets? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Est-ce que dans le passé, ça fait ça fait plus de 20 ans que ça existe, est-ce que ça a permis de déboucher sur des actions concrètes? Alors, il y a plusieurs choses. On a des jeunes, des anciennes jeunes reporters qui aujourd'hui, en effet, sont journalistes et sont journalistes en général engagés sur des sujets plutôt liés à l'environnement. Et elles le mentionnaient, on est dans une classe à projet, elles ont dit. C'est une démarche en fait qui va au-delà de la participation à un concours. C'est en général quand un établissement scolaire s'empare du sujet, une démarche globale qui va les inviter aussi à agir dans leur établissement scolaire, à faire évoluer peut-être certaines pratiques dans l'établissement scolaire et puis à s'informer, à être sensibilisés de manière globale sur ces enjeux de développement durable, au-delà même de la thématique de reportage que les jeunes auront choisi. De manière globale et surtout de manière internationale, parce que je le rappelle quand même, Jeunes Reporters pour l'environnement, c'est 42 pays participants, donc ça veut dire autant aussi de solutions possibles, d'imagination. C'est peut-être ça aussi la force de votre association, c'est de pouvoir générer en fait des idées qu'on pourrait trouver outre-Atlantique ou ailleurs, dans les pays du Nord qui sont quand même très forts sur l'écologie et qui peuvent arriver en France. C'est ce lien en fait qui est indispensable aussi dans les enjeux de développement durable, de bien sûr partir de sa réalité locale et du traitement des problématiques locales, mais en ayant une compréhension des enjeux au niveau global et en regardant, bien sûr, en s'inspirant des choses qui se passent ailleurs. Et c'est vrai que les reportages produits par les jeunes reporters à travers le monde sont inspirants et permettent aussi, on a une catégorie qui existe dans le concours Jeunes Reporters, qui est une catégorie internationale où des jeunes peuvent faire des reportages de deux pays, peuvent faire un reportage ensemble. Donc c'est un autre moyen de croiser
des problématiques qui parfois sont communes, hein, même dans des contextes très différents, mais de questionner les solutions parfois diverses qui peuvent être mises en place sur le territoire. Domitille et Eugénie, qu'est-ce que vous avez gagné, outre le fait effectivement que vous ayez remporté ce fameux concours? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie et qu'est-ce que ce concours vous apporte comme fameux cadeau? Premièrement, forcément de la fierté d'avoir remporté le concours, mais au-delà de ça, c'est surtout premièrement des connaissances sur non seulement le développement durable, mais sur le journalisme, notre sport, comme on l'a cité plus tôt, et beaucoup un regard différent sur la société et sur l'environnement actuellement. Eugénie? Oui, moi, surtout, ça m'a permis de voir comment le monde peut évoluer s'il fait des efforts. Par exemple, au hockey, maintenant, quand je vais sur un terrain, je me dis, mais là, on pourrait arrêter d'arroser parce que là, ça sert à rien. Et voilà. Vous avez, j'imagine, suivi les différentes méthodes pour alerter l'opinion sur l'environnement. J'aimerais votre avis, vous, en tant que lycéenne, sur notamment les actions de dernière rénovation ou sur ceux qui vont jeter de la peinture, enfin non, c'est pas la peinture, c'est la sauce tomate même d'ailleurs. Ou du sang. Ou du sang, voilà, sur les œuvres d'art, par exemple, pour alerter l'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que lycéenne? Je vais être honnête pour tout ce qui concerne les actes de vandalisme, j'ai envie de dire, sur les œuvres d'art, je trouve ça ridicule. Parce que bien que, oui, ça fasse passer un message, je pense pas que ce soit la bonne manière de le faire. Il y a d'autres moyens de le faire, par exemple avec le journalisme, comme nous on l'a fait. Et c'est quand même beaucoup plus... c'est plus inspirant et plus... ça fait mieux passer le message quand ça respecte les lois, les œuvres, etc. On sent l'esprit de la future magistrate en elle, mais c'est très bien aussi. Hein. Disons que ça fait peut-être un effet contraire, effectivement. Merci mille fois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Julie Saturné, je rappelle que vous êtes directrice du pôle éducation et jeunesse de l'association Terre Agir. Et merci également à nos deux lycéennes, Domitille Gisson et Eugénie Fontaine, gagnantes donc du fameux concours Jeunes reporters pour l'environnement dans la catégorie des 15-18 ans. Merci à vous. Tout de suite, on retrouve Guillaume, ça semble bien, il est sur ce plateau, pour votre chronique Vue à l'étranger. Guillaume, aujourd'hui, vous nous emmenez au Côte d'Ivoire, où les épreuves du BEPC viennent de commencer, des épreuves qui font grand bruit dans le pays. Oui, la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, où on est en pleine saison des pluies. Voilà, je lâche l'information. Vu les chaleurs qu'on a en ce moment en France, eh bien là-bas, c'est un petit peu compliqué. Et ça complique aussi un petit peu l'organisation du BEPC. Vous savez, le BEPC, c'est le brevet d'études du premier cycle du second degré. C'est l'équivalent du diplôme national du brevet des collèges que l'on peut connaître en France. Équivalent, mais pas totalement égal, puisque en lieu et place de 2 ou 3 matières en France, on en a pas moins de 10. Français, physique, chimie, orthographe, mathématiques, anglais, SVT, histoire-géographie, EDHC, musique ou arts plastiques, c'est nettement plus qu'en France. C'est une véritable épreuve qui est redoutée, qui vient sanctionner en fait la fin des études, du début des études secondaires, c'est-à-dire la fin du collège. Et surtout, c'est un véritable événement en Côte d'Ivoire. Il faut dire que le BEPC, eh bien, il ouvre de nombreuses carrières. Ils sont nombreux, les jeunes Ivoiriens, à arrêter leurs études après ce brevet des collèges. Alors, pour vous lister quelques-unes des carrières qui peuvent être faites, il y a des concours de la fonction publique, maître ou maîtresse adjoint d'éducation permanente, professeur des écoles, adjoint administratif, des agents de police, le concours de police, de gendarmerie, bref, de nombreuses carrières. Et ce sont ainsi au total plus de 500 000 candidates et candidates qui ont commencé depuis hier à plancher sur les épreuves écrites du BEPC. Et le chiffre est assez marquant parce qu'il y a 28% de réussite, c'est ça? Oui, 28% de réussite, c'est-à-dire un peu plus de 70% d'échecs au diplôme du brevet, au BEPC en Côte d'Ivoire. Et ces chiffres, ils sont en constante baisse depuis des années. 2015, 58% de réussite, 2016, 59%. L'an dernier, on avait 41% d'admis et on a donc chuté à 28,8% d'admis. Alors, comment expliquer ce faible taux de réussite et surtout cette dégringolade? La première piste, d'abord, c'est celle du programme. On l'a vu, le programme est très riche, il y a de nombreuses matières, il faut réviser et c'est assez
assez compliqué. Vient ensuite la difficulté de la scolarisation. Il n'y a que 20% des jeunes Ivoiriens qui sont scolarisés. Ça laisse près de 2 millions d'enfants déscolarisés. Et quand ils le sont, ça n'est pas souvent dans les conditions les plus optimales. Les classes sont remplies. 30 élèves dans une classe, c'est peu en Côte d'Ivoire. Il y a un manque criant d'enseignants et d'encadrement. Et il faut dire que la pandémie, elle n'a pas vraiment amélioré la solution. Ça, c'est pour expliquer un petit peu les raisons de cet échec et de la diminution. Il y a aussi des raisons politiques. Et là, on va donner la parole à un opposant du président Alassane Ouattara qui est en place. Pour certains politiques, en fait, c'est un échec total de la politique d'Alassane Ouattara depuis 10 ans. Ces élèves ivoiriens, nous explique Léopold Abrochi, un opposant politique écrivain, ces élèves ivoiriens ont commencé leur cursus scolaire avec l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara il y a 10 ans. Le résultat frappant des solutions éducatives du chef de l'État ivoirien sont là, palpables et criantes. C'est la calamité éducative. Ce sont évidemment des propos d'un opposant, mais il est vrai que quand il met les chiffres les uns après les autres, on observe une baisse depuis un certain nombre d'années. Et ces épreuves sont marquées sous le sceau de la surveillance antifraude. Oui, et puisque ces épreuves, elles sont extrêmement surveillées. Pourquoi historiquement, et depuis plusieurs années, il y a des gros phénomènes de fraude. Des fraudes de tout type. Des fraudes dans les salles d'examen, des fraudes en amont et des fraudes pendant les épreuves. Nos confrères de 7 Info, un site d'actualité en Côte d'Ivoire, ont relevé l'an dernier sur WhatsApp des boucles de messages où l'on s'envoyait les sujets et les corrigés avant le début des épreuves. Alors comment c'est possible ? Eh bien, il y a un certain nombre de vases communicantes, disons, tout au long du cheminement des sujets, des problèmes de sécurité et surtout, des pattes qui sont graissées pour venir faire fuiter les sujets du bac. Cette année, on va aller très loin en Côte d'Ivoire sur la surveillance des épreuves. 2 systèmes vont être mis en place. Le premier système, c'est celui d'une surveillance vidéo dans les salles d'examen, c'est-à-dire que les centres d'examen vont être filmés en temps réel pour vérifier qu'il n'y a pas de tentative de fraude. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il nous fait un peu penser au FBI et à la DGSI. On va aller surveiller les échanges entre messages chez les jeunes avant, pendant et après les épreuves. Une surveillance un peu à la Big Brother. Ah oui, effectivement. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance et bon courage, évidemment, à tous les lycéens, les collégiens, qui vont passer ce fameux BEPC. Merci. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Ça veut dire bienvenue, donc ça n'a rien à voir. Mais... Non, mais c'est pas mal. C'est bien. Bien essayé. Merci beaucoup, Guillaume. Allez, place à Souvenir des colliers avec Malika Ménard. Et cette semaine, elle reçoit Zoé la modeuse. Et toute ta scolarité, tu as été dans le tiercé gagnant ? Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai, j'ai toujours été bonne élève. Je crois que tu es la première à nous dire ça. Oui, non, mais c'est vrai, mais en plus, ça m'a toujours plu parce que j'ai aimé faire des études. J'ai aimé le collège, le lycée. J'ai été complètement accro à certains profs qui m'ont fait aimer des matières. Le français, par exemple, j'avais un prof de français qui m'a fait adorer la grammaire. Alors, je sais pas qui dit ça. Enfin, moi, j'adore le français, mais la grammaire... Mais j'adorais la grammaire, quoi. Et l'orthographe, pareil. Donc, non, c'est vrai. C'était en quelle classe, ça ? Ça, c'est tout le collège, 4e, 3e quand même. J'avais un prof de français. T'as eu le même ? Ouais. Ok. Et il m'a fait adorer la mythologie aussi, je me rappelle, parce que je faisais du latin aussi avec lui. Ok. Et la mythologie grecque, latine, tout ça. Bah ça c'est très intéressant pour le coup. Ouais, c'est passionnant. Et puis on voit que c'est assez actuel finalement. T'es resté en contact avec ? Non, plus du tout. J'ai pas gardé de lien avec mes profs, c'est vrai. Aucun. Alors que tu étais très bonne élève ? Bah oui, ouais. Mais après, j'ai bougé, en fait. J'ai changé de ville. Et donc, finalement, non, j'ai perdu contact. Mais, Parce que t'es pas partie très loin. Hein. Non, mais j'ai gardé contact avec personne. Ils n'ont pas Insta. Ils n'avaient pas Insta à l'époque. Il n'y en a pas un qui t'a retrouvé et qui a vu que t'avais percé Non, mais ils réseaux. étaient plutôt jeunes. Hein, donc, moi non plus, hein, du coup. Donc, t'as quel âge, là ? J'ai 40 ans. Hein. Oh, on dirait pas du tout. Bah oui. Et après, on triche un peu. T'as une fille de 15 ans. J'ai une fille de 15 ans et une autre de 10. Si tu dois te remémorer là tout de suite, un souvenir d'écolier précis, lequel tu pourrais nous partager ? D'écolier, vraiment, moi, c'était les chorales avec ma mère, parce que j'étais dans l'école de ma mère.
En plus, de te surveiller, c'est ça. de devoir avoir les meilleures notes. J'étais dans l'école de ma mère. Mais tu l'as jamais eu comme prof? Et je l'ai eu comme prof, bien sûr, en super. CM2. C'était ma maîtresse. Et donc, j'avais demandé l'autorisation de l'appeler maman, parce que j'allais pas levé le doigt en disant maîtresse, tout le monde. Ça devait être étrange. Bah non, c'était plutôt assumé. Non, ça allait. Mais les chorales, ma mère animait la chorale de fin d'année, de spectacle de fin d'année de l'école. Et alors ça, c'était... ça reste des moments assez forts quand même, où je me moquais d'elle parce que quand elle faisait la chef d'orchestre, elle levait les épaules comme ça. Et on est toujours très critiques. C'était OK pour l'avoir en professeur, mais pas pour l'avoir en prof de pas chorale. En chef d'orchestre. Ça me mettait mal à l'aise. Mais ça reste des souvenirs d'école, Est-ce que tu as un prof préféré? Mon prof de philo. Dans le lycée jésuite où j'ai été. Ensuite, donc là, c'était à Marseille. Et mon prof de philo, Monsieur Pasqualini, je crois. Je me souviens pas trop des noms, mais celui-là m'a marqué. Parce qu'il m'a fait adorer la philo. Il était extrêmement exigeant. Mais j'ai jamais dépassé la moyenne avec lui, je crois. Mais non. J'avais 9, 8, 9. J'étais désespérée. Et pour toi comment ça se fait? Mais parce que j'étais dans un lycée privé ultra exigeant. C'était un peu une boîte à bac, on peut le dire. Mais du coup, ça m'a valu un petit 15 bac, philo. OK. Parce que son exigence a fait que ça a bien marché ensuite. Tu as une scolarité qui est vraiment guidée par l'exigence, à la fois de ta mère, de tes professeurs, l'enseignement que tu as reçu. Oui. Mais ça m'allait bien, j'avais besoin de ça. Alors après, j'ai totalement dévié, mais ça me sert encore aujourd'hui, cette rigueur-là et cette culture-là. Ta matière préférée, j'ai l'impression qu'elle était littéraire. Ouais, c'est ça. On a cité le français, la philo. Oui, c'est vrai que non, la physique, maths, non, c'était pas du tout. Alors là, c'était pas du tout la même rigueur. C'était les matières cauchemars? Ah, pour moi, oui. Ah ouais, les maths et physique, c'était un enfer. Un enfer. Je suis pas douée du tout pour ça. Je compte encore sur mes doigts. Donc, Okay. Tu es vraiment pas la première, en revanche, à nous dire ça ici. Et Non, moi, c'était vraiment littéraire. Donc, philo. J'ai adoré la philo. T'as fait quel bac, alors? Bac littéraire. À l'époque, on était en bac L. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Zoé la modeuse. À demain. Merci Zoé, merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Comment vous est venue cette idée folle de changer, de faire ce gap, ce saut pédagogique et de se dire que l'innovation, elle passe aussi par l'outil, elle passe aussi par le toucher, par le faire, Juline? Mais moi, ça m'est venu parce que j'étais un professeur frustré, en fait. Je voyais que je mettais beaucoup d'énergie à préparer des cours, à essayer de faire des supports divers, et je voyais que mes élèves ne retenaient pas assez ce que je leur enseignais. Et un jour, je me suis vraiment posé la question, pourquoi des élèves que j'ai aussi en soutien scolaire, à qui je fais pas cours, progressent bien plus vite, apprennent bien plus vite que des élèves à qui je donne beaucoup d'énergie. Et c'est là que j'ai commencé à chercher, et j'ai découvert les pédagogies Montessori, Freinet, j'ai découvert les travaux de Céline Alvarez, et c'est devenu une obsession. Je me suis dit, est-ce que ça existe pour des adolescents? Est-ce que quelqu'un y a déjà pensé? Et donc, ça n'existait pas beaucoup, donc je l'ai créé. Bon, exactement. Vous l'avez créé et justement, c'est aussi une façon de se dire qu'il faut faire confiance à ses apprenants, à ses élèves. À partir du moment où on leur met justement l'information, le savoir entre les mains, ils peuvent jouer avec, ils peuvent se le réapproprier. Oui, en fait, il faut que l'outil soit efficace et pertinent. Et quand je forme des enseignants, c'est la première chose que je leur dis. Est-ce que ce que vous faites est efficace? Et donc, il ne faut pas avoir peur de se tromper, d'essayer de trouver pour chaque élève ce qui va être efficace. Et donc, moi, c'est sûr que dans la boîte, on a mis du matériel qui est testé depuis 4 ans. Moi, c'est exactement ma classe autonome que je fais depuis 4 ans au CFA Simone Veil. On va quand même rappeler le principe de ce lab opéra. Donc, par exemple, le chœur qu'on voit, c'est un chœur de lycéens. Alors, le chœur que l'on voit devant l'orchestre est un chœur de lycée. Voilà. Et sur scène, ce sont des chœurs des choristes qui viennent de différents chœurs de la région parisienne. Les solistes, ce sont des professionnels. Professionnels, auditionnés. Parce que ça, il faut quand même, vu la partition est juste exactement, stratosphériquement difficile. Et les orchestres, c'est encore des jeunes. Exactement. Alors, ça va d'élèves du conservatoire, passant par des amateurs, et puis quelques professionnels qui viennent dans la dernière ligne droite. Et alors, je parlais, Nadège, des costumes, puisque vous êtes prof de stylisme, mais tout ce qui est décor, etc., la communication... Exactement. C'est fait par des lycéens. Voilà, opéra coopératif. C'est-à-dire qu'on fait appel aux élèves d'établissements professionnels pour créer avec nous ce spectacle. Donc, ils vivent l'opéra de l'intérieur. Et donc, en fonction de leur spécialité, ils créent
Les coiffures, les costumes, les décors, les maquillages. Et ils travaillent également sur la communication et sur l'accueil du public. Nadège, pourquoi c'est important dans un établissement scolaire d'avoir un programme de ce type? Pour intéresser les jeunes, tout simplement. Surtout nous, en lycée professionnel, on essaye toujours de faire des projets qui sont plus proches de leur métier et essayer de les faire rêver un peu. Là, c'est vraiment un projet forcément extraordinaire et se leur montrer le meilleur du métier, tout simplement. Vous, ça fait 3 ans? Oui. Vous avez eu des évolutions? Vous-même, vous le prenez différemment, le projet, d'ailleurs? Il y a des choses que vous faites différemment d'il y a 3 ans? On commence à être à l'aise avec Laurent, avoir constitué une équipe. On l'a étoffé aussi, l'équipe. Elle commence à s'agrandir. Chaque année, forcément, ça crée une émulation et de plus en plus de gens participent. Et nous, on commence à proposer aussi, à s'intégrer de plus en plus dans la création des modèles. Bien que déjà, dès le début, on le faisait avec le metteur en scène. Mais là, on est vraiment force de proposition dans le projet avec les jeunes. Patricia, qui sont ces jeunes adultes que vous accompagnez, que vous accueillez justement au sein de cette APEI? Oui, ce sont des jeunes entre 17 ans et 21 ans. Ils sortent de l'IME, donc ils basculent sur le groupe SIPFP. Donc c'est la section d'initiation à la première formation professionnelle. J'ai voulu dire SIP, mais c'est vrai que c'était compliqué, je vous ai laissé le dire. Et donc c'est juste avant l'entrée à l'ESAT, s'il y a des candidats qui sont... C'est des plus de 20 ans, l'ESAT, c'est ça? Oui, plus de 20 ans, ou aller sur le circuit ordinaire, sur le marché du travail. Donc là, ça leur permet d'avoir une approche sur le travail. Et ce jeu, en l'occurrence, il s'appelle Sémiocity. Tiens donc, petit clin d'œil en matière de définition. Sémiocité, c'est pas pour rien, parce que vous utilisez pour justement aider ces collégiens, ces lycéens à se réapproprier l'information, la lutte contre les fausses nouvelles, contre le complotisme aussi. Vous leur mettez dans les mains de la sémiologie. Oui, mais c'est beaucoup plus drôle quand on dit Sémiocity. C'est vrai. C'est eux qui l'ont trouvé d'ailleurs, ce nom Sémiocity. Les élèves eux-mêmes? Mes étudiants. Alors, c'est des enseignants expérimentés, ils ont une quarantaine d'années. Mais tout est parti d'un projet en fait, du ministère de la Culture. Il faut savoir que c'est un projet de recherche à la base qui s'appelle Interpréter les images chocs en temps de crise sanitaire. Donc, qui porte sur les images qui peuvent nous provoquer des réactions émotionnelles un petit peu compliquées. Et donc, dans lesquelles j'ai entraîné mes étudiants en leur disant on se lance dans quelque chose, on ne sait pas encore où on va aller, mais on aura peut-être un jeu à faire, ça fait partie des livrables du projet. Et donc pendant 2 ans, donc on a eu deux fournées d'enseignants différents qui ont travaillé sur ce jeu. Donc il y a 2 enseignantes, on va dire un peu principales qui ont travaillé, qui viennent du primaire d'ailleurs, également une équipe d'une dizaine d'enseignants qui ont mis la main à la pâte aussi à ce jeu, entourée d'une équipe de chercheurs en sciences de l'information, de la communication, spécialistes de l'EMI, de l'éducation média à l'information, et de gens en game design, car j'ai aussi recruté des nouveaux intervenants capables de leur expliquer comment on crée un jeu, comment on fait, qu'est-ce que le game design, quelle est la dimension ludique, quelle est la dimension pédagogique qu'on peut lier au jeu. Donc tout ça, en fait, c'est le fruit d'un processus qui a duré 3 ans pour arriver à la mise au point de ce jeu. Et je reviens juste sur la sémiologie, parce que c'était pas le question de départ. Donc effectivement, nous, on part d'une idée qui est celle de dire l'éducation à l'image, c'est, il faut apprendre aussi un petit peu la grammaire sémiotique, mais il faut aussi apprendre à interpréter. Et donc, c'est ce que nous, on appelle de la sémiotique sociale. Donc, c'est un bien grand mot. Mais l'idée, c'est ça. Il y a des codes, il y a des signifiants, des signifiés sur cette image. Mais on interprète aussi en fonction de nous, de notre sensibilité, de nos croyances, de nos connaissances. Et en fait, tout part de l'idée de comment on fait aujourd'hui pour interpréter des images. Et est-ce qu'on peut se donner ce temps-là? Que représente cette cuisine ouverte? C'est une étape ou c'est un aboutissement? Et un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est à la fois une étape parce que ça va permettre à nos jeunes de découvrir les métiers de la restauration et peut-être pour certains d'aller pourquoi pas vers des CAP s'ils en ont les capacités ou de directement postuler auprès des restaurateurs, passer des reconnaissances d'acquis de l'expérience. C'est aussi un aboutissement parce qu'il y a longtemps que ces jeunes travaillent des ateliers cuisine à l'APEI de Soissons. Et on a eu l'opportunité de créer un complexe de restauration pour les travailleurs des ZAT, avec les travailleurs des ZAT d'ailleurs qui font la cuisine dans son complexe de restauration. Et le restaurant est accolé au complexe de restauration, au self. Donc c'est aussi un aboutissement qui a pris plusieurs années pour réaliser ce projet. Patricia,
Quelle est votre définition de ce restaurant pédagogique? D'après vous, il coche toutes les cases de ce que vous voulez faire, justement? Oui, c'est vraiment un tremplin pour les jeunes, justement, pour aller travailler sur l'extérieur ou sur les AT. Puisque maintenant, il existe aussi pour eux, ce qui leur permet d'avoir une RAE. Ils peuvent profiter d'une RAE, c'est une reconnaissance d'acquis d'expérience. D'accord. Donc, c'est la VAE, mais là, il y a la RAE, d'accord. Voilà. Reconnaissance d'acquis d'expérience. Voilà, c'est un peu comme la VAE, mais on ne valide ce qu'ils savent faire. Ce qui leur permet de valider plusieurs fois des RAE. Et quand ils vont chez un employeur, l'employeur voit ce qu'ils savent faire dans différents Il est magnifique, métiers. votre restaurant. On a vu des images en plus, diffusées par Haute-Kini. Voilà. Très classe, gastro, très bon, attention. Et on y apprend quoi, Marina? Alors, on apprend à servir, à mettre les tables correctement et bien mis. Et c'est aussi se servir de la caisse. Bravo. Merci. Cette fois, j'ai pris